Va maintenant être enregistrée. Oui, voilà, comme ça vous êtes prévenus. Je disais en tant que plateforme de rénovation énergétique, nous sommes partenaires avec la ville de Ramilly, hein, avec lequel nous collaborons dans le sens de effectivement favoriser un meilleur parcours de rénovation pour les candidats rénovateurs. Et on verra que justement, et c'est ça dont on va parler essentiellement ici, c'est quoi le parcours rénovation et je dirais bien quelles sont finalement les embûches que l'on pourrait trouver sur ce parcours de rénovation dont on sait qu'évidemment, je veux dire, ça peut être un peu complexe, mais que d'autre part, on est là aussi pour vous aider avec la commune de Ramilly. Alors, je disais, NSCA est une plateforme de rénovation énergétique, hein, donc c'est-à-dire que nous, justement, on accompagne justement les candidats rénovateurs tout au long du processus de rénovation. Euh, alors, si j'arrive à changer de slide, les valeurs que nous soutenons en tant que plateforme, c'est évidemment des valeurs qui sont liées notamment, je veux dire, à des aspects, disons, environnementaux peut-être, je veux dire, des aspects énergétiques aussi, des aspects de construction et de choix de mode de construction ou de choix je veux dire, de recommandations qui permettent d'économiser l'énergie. Hein, et donc, on les voit ici, je veux dire, on a préservé le bâti et respecté l'environnement, équilibré économie d'énergie et qualité de vie, éviter les imprévus de chantier tant que faire se peut. On sait bien que là, évidemment, c'est toujours un point d'achoppement entre les candidats rénovateurs et les entrepreneurs lorsque on met justement en œuvre les travaux recommandés, accompagner à chaque étape de la rénovation et puis, je veux dire simplement, optimiser le confort thermique, garantir un investissement durable, innover en matière de recyclage et recommander des matériaux durables. On en reparlera sans doute un peu plus tard. Alors, il y a après aussi, on a une collaboration et partage open source des connaissances avec les autres acteurs de la rénovation parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas la seule plateforme de rénovation. Hein, il y en a d'autres sur le territoire wallon qui chacune ont une ou plusieurs communes partenaires. Et donc, nous échangeons les informations et les bonnes pratiques entre toutes les je veux dire, plateformes de rénovation énergétique. Alors, on va repartir peut-être du début, hein, c'est-à-dire les objectifs wallons de rénovation d'ici 2050, qui sont quand même relativement ambitieux. Hein, c'est-à-dire que d'ici 2050, la région wallonne a pour objectif que l'ensemble des logements atteignent un label A en moyenne. Hein, donc, sachant qu'il y a plus ou moins 1 350 000, bon, peut-être un peu moins maintenant, puisqu'on a quand même rénové une certaine partie, mais enfin, on est toujours à 1 300 000 ou quelque chose comme ça à l'heure actuelle, je pense. Il y a quand même pas mal de travail et, je veux dire, un simple calcul permet de dire qu'il faudrait rénover avec un rythme de plus ou moins 4% par an pour atteindre les objectifs fixés par la région wallonne, ce qui est quand même un objectif assez élevé. Surtout qu'actuellement, en tout cas, on n'est pas encore à ce rythme-là. Hein, donc, évidemment, pour des raisons quelquefois structurelles, financières, etc. Hein, parce qu'évidemment, on sait bien que la rénovation, je veux dire, un des freins majeurs, c'est quand même le côté financier. Alors, mon parcours de rénovation, évidemment, on va se poser la question de savoir ce que c'est que, je veux dire, le parcours de rénovation. Et dans un premier temps, se dire que oui, ok, j'ai une maison existante, elle a peut-être un label, je sais pas moi, F ou G au pire. Hein, donc ça, ce seront ce qu'on pourrait appeler des passoires énergétiques. Hein, ou alors elle a un label genre C, D ou E. Disons là, c'est pas des passoires énergétiques, mais c'est quand même des bâtiments qui ne sont pas aux normes actuelles en termes énergétiques et d'isolation. Ou alors vous avez des bâtiments qui sont A ou B. Disons que, je veux dire, les bâtiments A ou B, à l'heure actuelle, représentent environ 5%, je veux dire, du parc immobilier de logement en Wallonie. Donc, vous voyez bien que tout le reste, finalement, je veux dire, est améliorable, hein, d'une façon ou d'une autre. Et je veux dire, c'est ce qu'on essaye de montrer, ce qu'on essaye de faire prendre conscience aux candidats rénovateurs, ou en tout cas de les accompagner sur ce chemin, hein, qui, je veux dire, est, comme je le disais tout à l'heure,
quelquefois un peu complexes. Alors la première étape, je veux dire, quand on veut rénover un bâtiment, c'est de se rendre compte, ou en tout cas d'essayer de diagnostiquer quelle est la situation existante du bâtiment. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir un cliché de la situation existante, quelles sont les forces et les faiblesses du bâtiment, est-ce qu'il y a de l'isolant sur les parois, est-ce que les systèmes techniques sont performants, est-ce que, parce qu'il y a aussi des questions, d'autres questions que les questions énergétiques qui se posent par rapport à la qualité du bâti wallon, hein, est-ce que le bâtiment est salubre? Dans un certain nombre de cas, on pourrait dire que s'il y a des problèmes d'humidité, de condensation, s'il y a des problèmes aussi liés finalement à la sécurité du bâtiment, par exemple si l'installation électrique n'est pas conforme ou l'installation gaz, tout ça sont des éléments qui vont être pris en compte dans la cartographie de départ du bâtiment. Et cette situation de départ, c'est ça qu'on va essayer d'améliorer. Hein. Et justement, ici, on parlait d'abord d'un pré-diagnostic en étape 1 sur le petit slide que vous avez là. Enfin, petit, il est sur tout mon écran, mais enfin bon, sur le slide, vous avez le QuickScan qui est déjà un premier diagnostic, c'est-à-dire un premier contact avec le candidat rénovateur et le bâtiment, forcément, pour essayer de voir un petit peu les potentialités d'amélioration du bâtiment. Hein. Deuxième étape, c'est de quand même faire une analyse un peu fouillée, je veux dire, du bâtiment, de telle sorte à ce qu'on puisse émettre des recommandations qui soient vraiment pertinentes pour le bâtiment en question. Il ne s'agit pas de faire des recommandations générales. Tout le monde le sait, enfin ceux qui parmi vous ont déjà des certificats énergétiques PEB, il y a une ou deux pages à la fin du certificat où ils disent ce qu'il serait intéressant d'améliorer. Oui, c'est facile de dire, je veux dire, quand une paroi est mal isolée ou pas isolée du tout, hein, il faudrait l'isoler. Ça, c'est bien de le dire, hein, c'est ce qui apparaît dans le certificat, mais c'est un peu, disons, du premier degré, si je puis dire, dans le sens où si je dis isoler un mur, quelles vont être les conséquences? Quel va être l'isolant? Combien ça coûte? Quels sont les points d'attention par rapport aux raccords, par rapport aux autres, aux fenêtres par exemple, ou aux pieds de mur, ou aux toitures, etc. Tout ça n'est évidemment pas noté dans le certificat PEB et le but de l'audit, c'est justement d'avancer sur ces aspects-là et de prendre en compte l'entièreté du bâtiment et l'entièreté des aspects techniques d'une rénovation pour effectivement, je veux dire, pouvoir voir comment est-ce qu'on optimise son investissement dans son bâtiment. Donc ça, l'audit énergétique est pour nous en tout cas une pièce centrale et qui devrait effectivement être, je veux dire, presque obligatoire ou en tout cas qui revêt un intérêt, je veux dire, non nul ou en tout cas même super important dans le cadre d'une conception de la rénovation. Sans ça, on va vers des travaux un peu à l'aveugle qui, à la limite, ne sont pas tout à fait optimaux par rapport à ce qu'on pourrait faire dans le bâtiment. Donc ça, audit énergétique, c'est une première étape. Évidemment, tout ça va être expliqué aux candidats rénovateurs. Hein. On est bien conscient que la plupart des candidats rénovateurs ne sont pas, entre guillemets, des constructeurs, ne sont pas dans le domaine de la construction. Et donc, effectivement, il y a souvent un certain nombre de questions, d'appréhension qui arrivent lorsqu'on commence à parler de rénovation. Et donc, le but, c'est aussi, en tant que nous, accompagnateurs de candidats rénovateurs, de vraiment prendre les candidats rénovateurs par la main et de bien leur expliquer au fur et à mesure des choses quels travaux ils pourraient faire, comment les faire, combien ça coûte, quelles primes ils pourraient, je veux dire, obtenir et tout ce genre de choses. Alors après, il y a évidemment, une fois qu'on a l'audit, je veux dire, et pour la petite anecdote, on fait souvent plusieurs versions de l'audit, de telle sorte à ce que justement on arrive à trouver finalement dans l'audit des recommandations qui correspondent vraiment à ce que veut faire le candidat rénovateur. Après ça, évidemment, va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de l'audit et comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante qui est finalement le fait du passage à l'acte vers les travaux. Alors, passage à l'acte vers les travaux, c'est là qu'évidemment, je veux dire, on va devoir interroger un certain nombre d'entreprises. Et là, les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on interroge les entreprises et puis aussi, quelles entreprises on va interroger.
parce qu'évidemment, faut quand même s'assurer que ces entreprises puissent faire les travaux convenablement. Il y a une certaine qualité à avoir au niveau des entreprises. Et d'autre part, à un moment donné, demander des prix à des entrepreneurs, ça sous-entend qu'on puisse les comparer. Et donc, une des étapes essentielles finalement dans la réalisation du parcours d'accompagnement, je veux dire, du candidat rénovateur, c'est de dire, voilà, on va faire un descriptif des travaux, une espèce de mini cahier des charges des travaux, qui effectivement complète l'audit et permet, je veux dire, aux entrepreneurs de remettre prix sur une même base. Le but du jeu, c'est d'avoir des prix qu'on peut comparer et qu'on compare bien des pommes avec des pommes. Sans cela, sans ce type de document, les entrepreneurs vont partir dans tous les sens par expérience. C'est-à-dire que je veux dire, ils remettront l'un pour un isolant X, l'autre pour un isolant Y, avec des épaisseurs différentes, des caractéristiques techniques différentes. Et la comparaison, sauf si on est très habitué, je veux dire, à la lecture de devis, peut être franchement délicate, voire impossible, puisque à un moment donné, on va essayer de comparer des pommes et des poissons, je veux dire, et il ne s'agit pas forcément de choisir le moins cher si son offre n'est pas techniquement, je veux dire, probante. Et donc là, c'est là que effectivement une aide de professionnels telle que Enestia, je veux dire, est utile pour le candidat rénovateur dans le sens où effectivement nous, on est architecte, ingénieur, on peut effectivement, je veux dire, poser ce genre de diagnostic et comparer les prix, surtout qu'on fait ce fameux petit cahier des charges qui permet la comparaison entre les différentes entreprises. Donc, une fois qu'on a ça, évidemment, les entrepreneurs, ils sont sur site. Je veux dire, ils font leur travail. Je veux dire, sachant que vous aurez pu interroger un certain nombre d'entrepreneurs, dont certains, je veux dire, sont, je veux dire, partenaires avec la plateforme. C'est simplement qu'ils apparaissent dans notre liste d'entrepreneurs. Ils ont signé une charte avec nous. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent nos valeurs et ils savent comment nous travaillons. Et je veux dire, on peut les interroger. Maintenant, ce n'est pas une exclusive. On dit toujours, candidat rénovateur, pouvez très bien demander des offres à d'autres entrepreneurs. Il n'est pas rare que, je veux dire, des candidats rénovateurs connaissent déjà des entrepreneurs ou un cousin, un ami qui soit lui-même entrepreneur. Évidemment, je veux dire, on ne veut pas bloquer ce genre de choses. Et donc, effectivement, le jeu reste ouvert tant que on respecte justement les règles du jeu, c'est-à-dire que finalement, ces entrepreneurs, même s'ils ne sont pas partenaires avec nous, ils doivent remettre prix sur la même base que les autres, c'est-à-dire en fonction du descriptif et du petit cahier des charges qu'on envoie aux entreprises. Ça, c'est une chose. Et donc, les travaux se passent. Pendant ces travaux, je veux dire, on est là pour évidemment répondre aux questions qui se posent éventuellement en cours de chantier. Et alors, un élément important, parce que c'est bien de faire des travaux, mais il faut essayer de voir à quoi on arrive après les travaux, eh bien, c'est justement qu'après travaux, on est là effectivement pour aider à la constitution, notamment du dossier de prime pour la région wallonne, mais on fait également un certificat PEB, je veux dire, pour les travaux qui ont été réalisés. Donc, un certificat PEB après travaux. Donc, finalement, on peut faire la comparaison, finalement, entre ma situation de départ au niveau d'un certificat PEB au moment où vous avez acheté le bâtiment et au moment où on fait le premier diagnostic du bâtiment et la situation d'arrivée, qui est la situation d'arrivée en espérant qu'on ait, je dirais, été le plus loin possible, idéalement jusqu'au label A. Mais souvent quand même, je veux dire, on doit être tout à fait pragmatique par rapport à ça. Je veux dire, l'objectif A n'est pas toujours atteint, notamment pour des questions financières, parce qu'il est bien clair que de ce côté-là, je veux dire, une rénovation profonde coûte quand même un peu d'argent, si je puis dire. Heureusement, il y a quand même quelques aides, des aides au niveau régional, c'est-à-dire que vous avez des primes pour l'audit comme pour les travaux, on en retouchera un mot tout à l'heure, et aussi des aides au niveau, je veux dire, communal, puisque la commune de Ramilly, je veux dire, offre également des primes pour l'audit
et aussi pour la partie accompagnement travaux. Donc, vous avez quand même un double faisceau de primes qui sont intéressantes, entre guillemets, je veux dire, au niveau, je veux dire, du parcours de rénovation. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, pardon, si vous en avez. Comme ça, moi, je lis en parlant et je peux éventuellement répondre aux questions qui se posent au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça, c'est une première étape. Hein. C'est en gros le parcours de rénovation. Et comme je vous disais, ben voilà le parcours entre guillemets transcrit en service qu'on peut d'accompagnement finalement, hein, je veux dire, où effectivement on parle du quick scan, c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'audit où on va faire un relevé complet, on va vraiment aller profondément dans l'analyse des choses et on va surtout aussi parler de vos projets de rénovation parce qu'il ne s'agit pas de faire un audit, je veux dire, théorique en disant, ben voilà, on isole tout et puis basta, et puis le candidat rénovateur se débrouille avec les recommandations. Non, il s'agit d'essayer de sentir ou en tout cas de discuter des priorités du candidat rénovateur, de voir un peu au niveau technique, je veux dire, qu'est-ce qui est possible ou impossible à faire. Hein, quelquefois, le candidat rénovateur a des idées, je veux dire, mais qui sont bonnes, mais quelquefois qui posent quelques petits soucis, je veux dire, au niveau de leur mise en œuvre technique. Donc, l'auditeur, il est là aussi pour ça, pour finalement, je veux dire, bien essayer de retranscrire de manière, je veux dire, claire, je veux dire, les désirs, les souhaits du candidat rénovateur dans l'audit notamment. Ensuite, bah, comme je vous le disais, il y a toute la partie suivi de travaux et suivi de résultats qui a jusqu'au suivi de résultats après le chantier. Donc ça, ce sont en gros les grandes étapes finalement du parcours de rénovation. Hein. Donc, QuickScan, j'en ai déjà parlé. Hein. On a effectivement une possibilité aussi de faire ce QuickScan en ligne. Donc, vous avez ici l'adresse en question, www.nestia.be, et là, on vous aide à le remplir. Hein. Maintenant, si vous avez déjà un certificat PEB, ce n'est pas toujours utile d'aller refaire un QuickScan, puisque vous avez déjà la lettre de performance de départ de votre logement. Alors, l'audit, on va en reparler de manière un peu plus, je veux dire, complète ici. Donc, je disais qu'il y avait un relevé à domicile. Ce qu'on fait, hein, vous voyez les photos sur la gauche, c'est un bâtiment exemple, on va dire, qui a été audité. Et ce qu'on voit, c'est qu'on fait des vues tridimensionnelles du bâtiment. C'est très utile. Pourquoi? Parce que ça permet aux candidats rénovateurs de s'y repérer. Si je dis dans une recommandation, on va isoler le mur M2 qui met le mur en brique en façade avant, il faut être sûr que le candidat rénovateur comprenne bien de quelle paroi il s'agit. Et donc, c'est pour ça que vous voyez sur les vues, vous avez des petits numéros comme ça qui correspondent finalement à ce qui va apparaître dans l'audit, de telle sorte à ce qu'on puisse repérer de manière claire où sont les parois, quelles parois on va éventuellement isoler, hein, donc pour faire la correspondance entre l'audit et le bâtiment finalement, hein, qui est, je veux dire, dont les candidats rénovateurs sont propriétaires. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que aussi, de manière générale, hein, je vous ai dit tout à l'heure que l'audit était présenté. On fait toujours deux versions de l'audit. La première version, c'est celle qu'on va présenter effectivement lors d'une première entrevue, hein, après avoir fait le relevé. Et j'ai toujours tendance à dire que c'est une version, disons, pièce à casser, ou en tout cas une version base de discussion. Hein, dans le sens où forcément, moi, en tant qu'auditeur et mes collègues également, on n'est pas forcément dans la tête du candidat rénovateur, hein, ni dans son portefeuille d'ailleurs aussi. Et donc, à un moment donné, il y a peut-être une série d'hypothèses ou de recommandations qui ne correspondent pas exactement aux souhaits du candidat rénovateur. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que, je veux dire, on récolte les remarques des candidats rénovateurs et on les retranscrit dans une deuxième version de l'audit, de telle sorte à ce que cette deuxième version corresponde le plus possible
à ce que veut faire le candidat rénovateur, en tout cas dans les premiers bouquets de travaux, hein. Je veux dire, après, bon, il y a quelquefois des travaux qui se situent plutôt à moyen, voire long terme, mais en tout cas que les 2-3 premiers bouquets correspondent exactement aux travaux que veut faire le candidat rénovateur, je vais dire, immédiatement ou en tout cas à court terme. Voilà, et donc ça c'est pour ce qui concerne la philosophie ou en tout cas le mode de fonctionnement de l'audit. Alors évidemment, je veux dire que dans l'audit, on va émettre, comme je le disais tout à l'heure, une série de recommandations. Ces recommandations, elles vont être chiffrées, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer d'estimer les prix de chacune des recommandations. Hein, je veux dire, on va aussi, en fonction des prix entre guillemets moyens que nous rencontrons à l'heure actuelle dans les offres d'entreprise qu'on va passer, hein, puisqu'on fait des comparatifs, donc on a entre guillemets des prix de manière assez continue. Ça, c'est une chose. Ce qu'on va aussi essayer d'estimer, évidemment, c'est les gains énergétiques. Donc forcément les économies d'énergie qui seront liées à l'amélioration de l'isolation des parois, mais aussi par exemple d'un changement de système de chauffage ou ce genre de choses. Et puis, vous aurez aussi, je veux dire, une estimation des primes. Hein, comme vous le savez, en région wallonne, vous avez des primes pour l'isolation, mais aussi pour le changement de système. Si vous placez une pompe à chaleur, par exemple, ou si vous placez un système de ventilation, ou si vous mettez aux normes votre installation électrique, si vous améliorez ou en tout cas vous faites remplacer la couverture de toiture parce qu'il y a des défauts d'étanchéité. Bon, il y a quand même pas mal de travaux qui sont couverts par des primes. Et donc, ce que je vous ai fait là dans les slides qui viennent, hein, ce sont quelques petites simulations au niveau justement des coûts moyens qu'on rencontre sur le marché, des primes disponibles. Alors là, j'ai juste mis les primes pour les revenus dits médians en région wallonne, c'est ce qu'on appelle le revenu R3. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est simplement parce que vous avez des facteurs multiplicateurs en fonction de du niveau de revenu du candidat rénovateur. Donc, je veux dire, si vous êtes sur les tranches hautes, je veux dire, au-delà de 105 000 euros environ, hein, j'arrondis, je veux dire, vous n'aurez pas de prime, mais dès que vous êtes en dessous, vous avez au moins un facteur multiplicateur de 2 qui va jusque 6, hein, je veux dire, pour les revenus les plus précaires, ce qu'on appelle les revenus R1. Alors ici, j'ai pris le revenu médian, c'est juste pour se donner une idée de la masse, entre guillemets, que ça représente, et j'ai mis entre parenthèses le pourcentage de l'investissement que ça représente. Alors, on sait bien que les primes ont été diminuées depuis février dernier, mais n'empêche que quand on voit la proportion finalement de primes par rapport au prix, je veux dire, au coût moyen, c'est quand même pas comme si elles n'existaient plus. Hein, donc, on voit par exemple ici, on a l'isolation thermique des toitures. Alors, d'un point de vue technique, quand on veut isoler une toiture, il y a en gros deux façons de le faire. Hein, je veux dire, bon, après, il y a des mix des deux, mais enfin, je ne vais pas m'étendre sur trop techniquement, mais on peut le faire par l'intérieur, c'est-à-dire qu'on garde la couverture existante, hein, les ardoises, les tuiles, etc., et on travaille par l'intérieur avec des montages, des finitions, etc., puis replacement d'un isolant, etc., etc. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, c'est ce qui est marqué ici sur le slide, hein, facilité de mise en œuvre, coût modéré, pas de démontage de la couverture. Par contre, forcément, on abaisse les plafonds, etc. Hein, je veux dire, il y a des travaux à l'intérieur. Et puis, il y a une chose à vérifier quand même, c'est qu'il y a une sous-toiture. Donc ça, c'est une première chose. Et on voit que les coûts moyens sont effectivement plus faibles que l'autre technique, hein, l'autre technique étant la toiture sarking, c'est-à-dire que là, on va travailler par l'extérieur. On démonte la couverture, on enlève le latage, le contre-latage. Hein, je veux dire, on remet un panneau support, un isolant, une nouvelle sous-toiture, latage contre latage, et on finit par une nouvelle couverture. Donc, finalement, ça coûte évidemment un peu plus, tout simplement parce qu'il y a la partie, je veux dire, couverture, entre guillemets, qui est assez onéreuse dans la transformation de la paroi. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on parle d'isolation par l'intérieur, on va avoir
entre guillemets, en ratio prime, environ 40% de prime pour les travaux par rapport à l'estimation des prix, et que par contre, quand on est par l'extérieur, ça chute un peu, mais on reste quand même dans des zones de type 20%. Donc, ça veut dire un cinquième du prix, ce qui n'est quand même pas, à négliger. Ça, c'est pour les toitures. Alors, comme je vous le disais, il y a des avantages, des inconvénients. Il y a quelquefois aussi, alors comment est-ce qu'on choisit? C'est en fonction de ce qu'on rencontre finalement et de particularités de la toiture. Par exemple, on pourrait avoir des cas où il n'y a pas de sous-toiture. La membrane de sous-toiture, c'est quoi? C'est la membrane qu'il y a en dessous des tuiles ou des ardoises, hein, une membrane d'étanchéité. Savoir que quand il y a des tuiles ou des ardoises, quand il y a du vent, etc., l'eau peut quand même passer entre les éléments parce que ce sont des éléments qui sont superposés, un peu comme des écailles. Et donc, cette membrane d'étanchéité est importante parce que si, à un moment donné, on veut isoler la toiture et que cette membrane d'étanchéité à l'air n'est pas là ou est détériorée, ce n'est pas faisable, entre guillemets, de mettre un isolant sans qu'il y ait cette sous-toiture, parce que sinon, il risque d'être humidifié, et qui dit isolant humidifié, dit isolant qui va plus jouer son rôle d'isolant. Voilà, donc ça c'est pour les toitures, en gros. Hein, n'hésitez pas s'il y a des questions, on pourra, en reparler en fin de course. Alors, d'autres exemples, hein, on a au niveau des murs, disons, trois grandes possibilités d'isolation, par l'extérieur, par l'intérieur ou par la coulisse. Alors, par l'extérieur, de nouveau, avec chaque fois des avantages et des inconvénients. Si je travaille par l'extérieur, l'avantage, c'est que je peux avoir une isolation qui est bien continue. Hein, c'est, disons, l'isolation qui est idéale. Maintenant, évidemment, ça veut dire que il y a un changement d'aspect du bâtiment. Donc là, c'est là qu'on va voir, entre guillemets, des réflexions qui vont aussi se porter, premièrement, sur l'esthétique éventuelle, parce qu'il faudra voir quelle finition on va pouvoir mettre, où on veut mettre, et deuxièmement, évidemment, des questions qui peuvent déboucher sur des questions administratives de l'ordre de l'urbanisme. Bien entendu, quand vous changez l'aspect d'une façade, dans la plupart des cas, il faut demander un permis d'urbanisme, avec ou sans architecte. Dans notre accompagnement travaux, on a une aide justement sur le remplissage des documents, liés au permis d'urbanisme. Maintenant, sous réserve que ce soit sans architecte. Quand il y a un architecte, là par contre, c'est l'architecte lui-même qui va devoir s'occuper de cette partie-là. Donc ça, c'est par l'extérieur, première possibilité. Deuxième possibilité, on a par l'intérieur. Et là, évidemment, on perçoit tout de suite quel est un des désavantages, c'est que forcément, si je travaille par l'intérieur, mes locaux, vont être réduits en surface. Si on veut obtenir les primes, pour une isolation par l'intérieur, faut bien compter une quinzaine de centimètres de perdu, entre guillemets, au niveau de la paroi. Ça dépend un peu du type d'isolant qu'on va choisir, hein, mais effectivement, c'est ça qu'il faut compter. Donc, avec effectivement aussi des adaptations à faire au niveau notamment du placement des radiateurs, des prises, etc. C'est pas compliqué en soi, ça se fait régulièrement, mais effectivement, il y a quelques travaux dits connexes qui ne sont pas à négliger quand même. Et puis, la troisième possibilité, lorsqu'on a des murs, c'est d'isoler par ce qu'on appelle la coulisse, c'est-à-dire le creux qu'il y a entre la brique et le mur porteur pour les constructions dans lesquelles il y a effectivement, ce vide, entre parement et porteur. Ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent à partir des années 45-50 qu'on a construit, des bâtiments qui commençaient à avoir eu une coulisse. Alors, évidemment que c'est facile, hein, il suffit, je mets des guillemets à suffit, hein, il suffit d'injecter un isolant dans la coulisse. Alors, sauf qu'il faut quand même s'assurer que la coulisse soit bien propre, c'est-à-dire qu'elle soit vide. S'il y a un autre isolant présent dans la coulisse,
je veux dire, ce sera impossible que votre isolant que vous allez injecter soit correctement placé. Il va y avoir des discontinuités, il restera des crasses ou ce genre de choses. Je veux dire, la coulisse, elle pourrait être aussi partiellement obstruée par des éléments type mortier, etc., hein, des résidus de la construction. Donc là aussi, ça peut poser des problèmes. Hein. Et puis d'autre part, c'est au niveau des jonctions, je veux dire, entre porteurs et murs, notamment au niveau des linteaux, il pourrait y avoir des ponts thermiques parce que le linteau, entre guillemets, extérieur et intérieur, serait lié entre eux. Hein. Le béton, entre guillemets, supporterait directement la brique. Et donc là, forcément, on a, je veux dire, une jonction que va pas pouvoir régler une isolation dans la coulisse. Alors, ça, c'est une chose que finalement, ce genre de choses, c'est l'installateur ou en tout cas l'entrepreneur qui doit vérifier, c'est-à-dire qu'il doit, entre guillemets, venir avec un endoscope pour vérifier l'état de la coulisse avant de faire tout travail. Si un entrepreneur vous dit qu'il vous remet prix sans faire, je veux dire, cette vérification-là, moi, je me poserai des questions sur la qualité de l'entrepreneur. Maintenant, je veux dire, un des gros inconvénients, si je puis dire, de ce type d'isolation, parce que c'est finalement celle qui va coûter le moins cher au mètre carré, c'est qu'il n'y aura pas de prime. Pourquoi? Parce qu'en général, on a dans la coulisse une épaisseur d'environ 5-6 cm et ce n'est pas suffisant pour arriver aux critères techniques minimaux pour obtenir les primes, étant donné que il faut au moins, je dirais, 12 cm, enfin en fonction du type d'isolant, une douzaine de centimètres, je veux dire, pour pouvoir atteindre les critères techniques des primes. Donc là, évidemment, on voit un peu de nouveau les différents pourcentages de ce que représentent les primes par rapport au coût moyen des parois. Quand tu travailles par l'extérieur, de nouveau, c'est un peu comme en toiture. Hein, ça coûte plus cher, entre guillemets, les finitions par l'extérieur. Donc là, on est à 10% de prime. Quand je travaille par l'intérieur, on est plutôt à 20%. Ouais, comme je vous disais, par la coulisse, il n'y a pas, je veux dire, de prime du tout, sauf à dire qu'on rajoute encore une autre couche d'isolant, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Ça peut être aussi une espèce de mix entre les deux solutions précédentes, quoi. Ça, c'est possible aussi techniquement parlant. Alors après, il y a évidemment tout ça, je parle beaucoup d'isolation, mais pourquoi? Parce que c'est quand même un élément fondamental au niveau de la performance énergétique des bâtiments. D'abord, travailler sur l'enveloppe du bâtiment de telle sorte à diminuer le maximum de besoins. Ensuite, travailler sur les systèmes et pour terminer, penser à tout ce qui est autoproduction d'énergie. Alors, quand on parle des faces inférieures du bâtiment, c'est par exemple les plafonds des caves. Hein, je dirais là, une solution assez facile, c'est d'isoler le plafond de la cave. Hein, je veux dire, là, évidemment, après, il faudra tenir en compte, par exemple, la hauteur sous plafond. Hein, évidemment que si vous avez déjà une cave dont la hauteur est de 1,80 m, si je vous dis, moi, en tant qu'auditeur, qu'on va mettre 15 cm d'isolation, peut-être que vous allez me dire, oui, mais bon, comment est-ce que je fais pour aller dans ma cave? Logique. Euh, Maintenant, il y a aussi des questions aussi d'utilisation de la cave qui peuvent se poser, hein, parce que la réflexion est quelquefois de se dire, bon, ok, je vais perdre en confort dans la cave, mais confort est relatif étant donné que souvent c'est des espaces de stockage. Alors, est-ce qu'on y va tous les jours pour bricoler ou est-ce qu'on y va une fois tous les 2 mois juste pour déposer un bac de bière? Enfin, excusez-moi, mais par exemple, disons que la perspective est différente et disons l'inconfort, je veux dire, est quand même relatif, quoi. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a l'autre solution, c'est de travailler, disons, par le dessus. Mais alors là, ça pose une série de questions techniques quand même importantes parce que c'est beaucoup plus lourd. Déjà, il faut démolir le carrelage existant, je veux dire, à l'intérieur du bâtiment, la chape existante, et puis remonter un isolant. Souvent, enfin dans la plupart des cas, les candidats rénovateurs ne sont pas friands, entre guillemets, ne sont pas très pour ce type de solution technique, surtout quand ils habitent déjà la maison. Évidemment que quand c'est un couple, je veux dire, qui vient d'acheter la maison,
peut, entre guillemets, se dire que de faire des travaux lourds d'aménagement dans le bâtiment sans que ça pose trop de problèmes. Maintenant, si vous habitez dans le bâtiment depuis 10, 20 ans, que toutes les finitions sont nickel et que je vous dis, ah ben, il faut démolir toute la dalle pour pouvoir mettre un isolant, disons que ça passe un peu moins bien, quoi. Euh, alors, évidemment, le problème qu'on a assez souvent, je veux dire, c'est quand on a une dalle sur sol. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ben, isoler le plafond d'une cave ou le plafond d'un vide sanitaire, c'est encore faisable assez facilement. Maintenant, quand on a une dalle sur sol, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut absolument l'isoler? Ben, c'est-à-dire qu'il faut finalement enlever le carrelage et même démolir la dalle support s'il y en a une, réapprofondir le niveau de fondation, recouler une nouvelle dalle, je veux dire, remettre un isolant et puis ben, chape et nouveau carrelage dans une composition classique de dalle. Donc, vous voyez que ce sont des travaux lourds, hein, et donc là qui sont très onéreux et qui sont très problématiques au niveau finalement bah, de la vivabilité du logement, bien entendu. C'est ça que ce sont des solutions qu'on n'utilise pas très très souvent, quoi. Voilà. Alors oui, avant de passer, je dis finalement, ici vous avez sur ce slide, mais évidemment c'est peut-être un peu petit pour vous, les différentes primes disponibles. Alors en gros, hein, je veux dire, ce sont les primes de la région wallonne. Hein, je ne vais pas vous dire tous les chiffres, etc. Éventuellement, ce qu'on pourra faire, c'est vous envoyer les slides de telle sorte à ce que vous puissiez, je veux dire, les parcourir. Donc vous avez des primes pour la réalisation de l'audit, pour tout ce qui est toiture, en ce compris, comme je le disais tout à l'heure, le remplacement de la couverture, le renforcement de la charpente, tout ce genre de choses. Vous avez des primes aussi pour tout ce qui est mur, leur isolation, mais aussi, dans certains cas, le rassèchement, le règlement de problèmes éventuels de stabilité ou ce genre de choses. Vous avez aussi pour les faces inférieures, on parlait tout à l'heure des plafonds des caves par exemple, bah, vous avez l'isolation, mais aussi le remplacement de certaines finitions. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, hein, lorsque vous travaillez par le dessus, hein, imaginons que vous deviez démolir la dalle pour pouvoir, je veux dire, mettre un isolant. Ben, vous avez une prime pour le remplacement de la finition, carrelage ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc ça, vous avez aussi des primes sur ces parois-là. Alors après, dans la sécurité, vous avez tout ce qui est appropriation, c'est-à-dire mise en conformité de l'installation électrique ou gaz, l'élimination de la mérule ou des champignons ou ce genre de choses. Le radon aussi peut, je dirais, être pris en compte en tant que prime. Puis après, vous avez tout ce qui est, je veux dire, prime concernant les menuiseries et les primes liées au système technique de chauffage, de ventilation et d'eau chaude sanitaire. Je ne vais pas les passer en revue, entre guillemets, une par une, mais sachez que vous voyez que vous avez des primes qui couvrent quand même pas mal de travaux, je dirais, économiseurs d'énergie. Alors, juste revenir en arrière 2 secondes, parce que vous voyez que dans mes tableaux, là, à chaque fois, vous avez la solution, entre guillemets, biosourcée et pétrosourcée. Hein, biosourcée, c'est-à-dire des isolants qui seraient fabriqués à base de matières naturelles, fibres de bois, du liège, du cellulose, ce genre de choses, hein, pour lequel vous avez une surprime. D'ailleurs, on le voit, je veux dire, au niveau du tableau, par exemple, pour l'isolation du plancher, enfin du plafond d'une cave, eh bien, vous avez, lorsque c'est un isolant biosourcé, vous avez 24 euros, je veux dire, en revenu R3 et 18 euros pour les isolants dits pétrosourcés, par exemple du polyuréthane ou du polystyrène extrudé. Nous, en tant que plateforme de rénovation, on essaie de pousser vers les isolants biosourcés pour des questions environnementales, notamment, et aussi pour des questions, je veux dire, de confort thermique en été, parce que ces isolants ont une capacité d'absorption de la chaleur et de restitution par la suite qui est assez intéressante, et je veux dire, et qui permet effectivement je veux dire, de bien disons, améliorer le confort thermique en été, sachant notamment, hein, je veux dire, ça a une certaine importance au niveau des locaux sous toiture. Voilà, alors ça c'était pour les
travaux. Alors, autre chose, évidemment, il y a à financer les travaux. Nous sommes, nous, en partenariat avec la SECS, donc la Société Wallonne de Crédit Social, et ce sont eux, entre guillemets, qui proposent des prêts à 0%. Donc là, de manière générale, vous avez possibilité d'avoir un prêt de entre 60 et 65 000 euros, hein, je veux dire pour les travaux, je veux dire, et vous avez 0% d'intérêt. Alors, le gros avantage aussi de ce type de prêt, c'est que ça préfinance les primes. C'est-à-dire que on va vous prêter la somme entière des travaux, mais on va déduire de votre remboursement le montant des primes que vous allez obtenir, je veux dire, via les travaux que vous aurez faits. Donc, ça veut dire finalement que, à contrario d'un financement classique par banque ou par fonds propres, où là, vous faites les travaux et puis vous demandez les primes après avoir fait les travaux. Là, ici, finalement, les primes sont déjà déduites de votre remboursement avant même que les travaux aient commencé, en tout cas au niveau de votre mensualité. Voilà, donc après, évidemment, je veux dire, le suivi de travaux, comme je vous le disais, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, le maîtrise descriptif, le mini cahier des charges, la grappe d'entreprise. On analyse et on compare les devis et on aide je veux dire, à réaliser le dossier de prime pour la région wallonne. Alors, quelques points d'attention, là, effectivement, je veux dire, je ne vais pas m'étendre spécialement là-dessus. Il y a la comparaison des offres. Et effectivement, notamment la constitution du dossier de prime qui sont toujours des points d'achoppement, hein, je veux dire, puisque il y a quand même des petites difficultés techniques de ce côté-là, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je veux dire, s'assurer qu'on compare bien des pommes avec des pommes, c'est quand même important. Alors, sachant aussi que lorsque on choisit, il y a toujours 3 facteurs, entre guillemets, dans tout projet, hein, que ce soit un projet de construction, de rénovation, mais aussi des projets artistiques ou tout ce qu'on veut, c'est, je veux dire, des curseurs comme le planning, la qualité et le prix. Vous ne pouvez jamais avoir ces 3 facteurs en même temps. C'est impossible, hein. Si vous voulez que ce soit rapide et une très bonne qualité, vous n'aurez pas un prix bas. Je veux dire, c'est mécanique, si je puis dire, hein. Si vous voulez, je veux dire, un prix bas et être rapide, vous n'aurez pas de qualité haute. Voilà, donc je le rappelle souvent aux candidats rénovateurs, hein, parce que faut bien comprendre ça. On ne peut pas en même temps jouer sur les 3 tableaux. Je veux dire, c'est structurellement impossible. Malheureusement, si je puis dire, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, ici, c'est un petit exemple. Je vais passer rapidement parce que je vois que l'heure tourne, hein. Sur un petit exemple justement d'une rénovation. On a vu les photos du bâtiment tout à l'heure. Je vous avais montré d'ailleurs les 2-3, je veux dire, vues tridimensionnelles. Pour ce bâtiment-ci, on partait d'un label F, 497 kWh par mètre carré par an. Hein, et le but, ça a été d'essayer de faire une espèce de schéma de recommandation un peu quick win, c'est-à-dire où on a des retours sur investissement le plus rapide possible, dans le sens où là, on avait les propriétaires étaient quand même un couple d'un certain âge, et donc forcément, si je leur dis, tiens, tel travaux, vous allez en avoir pour 25-30 ans de temps de retour, sur investissement, évidemment, ça fait pas, ils feront pas les travaux. Donc là, on a essayé de trouver, je veux dire, des travaux qui leur permettent de rapidement revenir sur leur investissement. Alors ici, de manière assez typique, on a commencé par isoler le toit. Oui, c'était un toit, ça datait des années 70, si je me souviens bien, hein, et donc il y avait peut-être bien 5-6 cm de laine minérale, mais elle était en très mauvais état, elle avait été humidifiée, etc. Donc forcément, elle ne jouait plus tout à fait son rôle. Et donc, on a fait une toiture sarking par l'extérieur. Et dès qu'on a fait ça, on passe du label F au label E. Déjà, premier saut de label, si je puis dire. Deuxième saut de label, isoler le plafond de la cave. Hein, je veux dire, on avait une cave quasi sous l'entièreté du volume. Et là, de nouveau, je dis résultat, on arrive à un label D.
Alors ici, il y avait 2 étapes, étape 3, étape 4, mais qui étaient liées entre elles finalement. Hein, je veux dire, ou en tout cas que techniquement parlant, je veux dire, je liais entre elles, c'est-à-dire qu'on avait le placement de panneaux solaires photovoltaïques et l'installation d'une pompe à chaleur. Donc là, c'est effectivement des travaux, entre guillemets, qui permettent, une fois qu'on a fait tout ça, d'arriver à un label A. Vous voyez que finalement, le nombre de travaux n'est pas si énorme que ça pour arriver au label B, mais effectivement, vous avez quand même pas mal de surface de toiture, hein, je veux dire, ici, mais effectivement, je veux dire, avec ça, on arrive déjà au label B. Si on voulait aller plus loin, on aurait dû isoler encore, par exemple, des parois murales, et c'est déjà un peu plus difficile, hein, notamment, je veux dire, parce que vu le type de bâtiment, on aurait pu isoler que par l'extérieur. Or, vous voyez les photos ici, hein, c'est un mur en briques. Si j'isole par l'extérieur, ben, je change complètement l'aspect du bâtiment. Et là, ben, on était parti vers, je veux dire, des travaux avec permis d'urbanisme et probablement d'ailleurs avec architecte. Voilà, donc ça, c'était pas le but du jeu. Alors, évidemment, on fait des temps de retour sur investissement en fonction des économies d'énergie qui sont réalisées dans le bâtiment. Un autre aspect qu'on oublie toujours finalement de prendre en compte lorsque on investit dans l'amélioration de ce logement, que ce soit du point de vue de la salubrité, mais aussi du point de vue de sa performance énergétique, ben, c'est que vous avez effectivement une plus-value immobilière. Hein, je veux dire, à un moment donné, vous l'avez acheté à un temps T. Bon, forcément, je veux dire, vu le marché, ben, je veux dire, il a augmenté, ou en tout cas, généralement, en tout cas, s'il est plus ou moins bien entretenu, je veux dire, il a augmenté de prix. Mais en plus, si vous réisolez et que, je veux dire, vous arrivez à une performance, je veux dire, relativement bonne, il y a une plus-value supplémentaire, hein, je veux dire, qui est effectivement, qui peut parfois être relativement importante. Ici, je veux dire, le Buildwise, hein, donc l'ancien centre scientifique technique de la construction, via son antenne Renault Plus, a mené des études, entre guillemets, là-dessus. Et donc, il y a une espèce de petit calculateur qui permet de calculer la plus-value immobilière d'un bien en fonction de sa localisation, de sa situation de départ, etc. Et pour la maison dont on parle ici à l'instant, je veux dire, on voit qu'on a une plus-value immobilière de l'ordre de 39 000 euros. Bon, évidemment, ça reste théorique, bien entendu. Hein. Je veux dire, ça dépend aussi ben, d'autres facteurs tels que, ben, je veux dire, le coup de cœur ou ce genre de choses, la localisation exacte. Enfin, bon, il y a une série de facteurs. Disons que ça donne un ordre de grandeur et on voit bien que il y a quand même un intérêt non nul, je veux dire, à faire ce type de rénovation en bout de course. Voilà, donc là j'ai à peu près dit tout ce que je voulais. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a presque pas de questions. Euh, mais je les attends. Vous pouvez brancher vos micros et me poser votre question, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, j'étais super clair, il n'y a pas de questions. J'ai oublié de dire pour les candidats rénovateurs qui sont présents avec nous que nous avons Monsieur Daniel Burnotte qui est avec nous, hein, qui est, je dirais, au conseil communal de la ville de Ramilly, et que nous avons Grégory Philippard, avec lequel nous sommes régulièrement en contact, hein, je veux dire, concernant finalement l'accompagnement des candidats rénovateurs sur la commune de Ramilly. Comme ça, ce sont eux qui ont allumé leur caméra, comme ça vous voyez de qui il s'agit. Et si vous les rencontrez, ben, voilà, vous voyez, vous pouvez leur poser aussi des questions et je veux dire, savoir qu'on est en partenariat avec eux. Voilà, voilà. Je vais couper d'ailleurs mon partage d'écran. Oui, peut-être, Grégory, expliquer un peu les contacts qu'il peut y avoir aussi avec la commune, notamment sur les différentes primes que nous, on vient en complément des primes région, soit sur l'audit, soit sur l'accompagnement. Comme ça, il y a une petite information de ce côté-là aussi. Le contact étant fait avec la commune de Ramilly, des formulaires sont en ligne et disponibles pour tous les candidats rénovateurs. Oui, c'est ça. Et donc, si vous avez la moindre question sur le règlement de prime, de toute façon, à mon avis, d'ici une semaine, je vous enverrai à tous le règlement de prime de chacune, donc sur la prime à l'audit ou la prime à l'accompagnement travaux. Et donc, la prime à l'audit, on s'aligne sur la prime de la région Wallonne.
sauf pour les revenus les plus élevés. Et donc, ça vous permet de doubler le montant de votre prime audit, ce qui réduit quand même de manière assez efficace, assez forte, pardon, le prix final de l'audit. La seule condition, c'est que du coup, il faut que votre prime à l'audit soit déjà acceptée par la région Wallonne. Vous ne devez pas avoir reçu l'argent de la région Wallonne, mais la région Wallonne doit vous notifier que vous recevrez la prime audit. Et donc, vous pourrez introduire alors la prime audit sur la région, complémentaire de l'administration communale. Et les régimes de ces primes courent jusqu'en 2027 actuellement. Donc voilà, l'objectif c'est quand même, avec Enestia, on s'intègre dans le plan d'accompagnement énergétique durable et climat de la commune de Ramilly. Et l'objectif, ça reste de booster très fortement la rénovation des logements. On a calculé, en fait, on doit atteindre 375 rénovations sur les 3 ans. C'est d'ailleurs la mission d'Enestia, en fait. C'est pour ça qu'on est là, qu'on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un email. Je vais mettre ça dans le chat parce que ce sera plus facile pour vous. Et bien évidemment, du coup, l'accompagnement proposé par Enestia, une fois que la phase d'audit est faite, est payante, mais ça n'a pas été présenté, elle est reliée à vos revenus, et la commune du coup de Ramilly prend une partie de cet accompagnement en charge aussi via une prime, si vous réalisez les travaux. Je peux montrer justement le slide avec le coût de la rénovation, enfin de l'accompagnement en travaux, justement. Attendez, hein, je vais vite le trouver. Où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà. Alors, hop, il faut que je la fasse apparaître. Yop. Donc, voilà. Et je repartage mon écran, comme ça vous voyez de quoi on parle. Voilà. Donc en gros, les montants sont en même temps liés, je veux dire, à la catégorie de revenus, hein, et simultanément au montant des travaux, dans le sens où forcément, quand on fait des travaux qui sont de plus de 85 000 €, ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on fait des travaux compris entre 0 et 40 000 €. Hein. Donc, par contre, pour les catégories R1 et R2, qui sont les catégories de revenus les plus basses, eh bien, les R1, donc avec un revenu pour le ménage inférieur à 26 900, c'est gratuit. Pour les R2, hein, c'est la deuxième catégorie la plus basse, on a, je veux dire, un coût de forfaitaire d'accompagnement travaux de l'ordre de 500 €. Puis les autres catégories de revenus, c'est en fonction du prix des travaux, comme je le disais tout à l'heure. Voilà pour compléter l'information. Il y a une main qui est levée chez la personne qui s'appelle Clarisse. Je ne sais pas si elle veut prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, merci déjà pour le webinaire, c'est très intéressant. En fait, je voulais vous demander par rapport à des soucis d'humidité. Moi, j'ai fait une audit et en fait, je dois encore installer une ventilation là, à double flux. Oui. Mais je trouve quand même que ma maison a une odeur d'humidité persistante et je voulais savoir si vous aviez des contacts fiables parce que trouver des sociétés qui sont fiables, c'est vraiment, je remarque que j'ai déjà fait pas mal de travaux et c'est dur de trouver des gens sur base du ressenti. Oui. Voilà. Ben, effectivement, je veux dire, on a une liste d'entrepreneurs partenaires dont certains font des systèmes de ventilation. Maintenant, donc vous me dites, vous avez fait un audit, mais pas par chez nous, ou si? Non. Voilà. C'est pas grave en soi. Est-ce que je peux vous demander peut-être, je veux dire, de m'envoyer un mail, comme ça je vous enverrai une ou deux adresses d'entrepreneurs, mais
pour la ventilation ou pour l'humidité des murs, en fait, que vous voulez? Bon, alors évidemment, je veux dire, si vous avez des problèmes d'humidité, il y a deux grandes catégories. Hein, je veux dire, pour être tout à fait technique, il y a la catégorie, imaginons que ce soit des problèmes d'humidité, plutôt de la condensation. Là, effectivement, le système de ventilation va pouvoir aider. Par contre, si c'est des problèmes d'humidité liés à des infiltrations, genre de l'eau qui passe à travers le mur ou ce genre de choses, ou de l'eau qui passe à travers une toiture, là, par contre, le système de ventilation ne va pas aider du tout. Hein, donc, le système de ventilation est utile parce que, en termes d'humidité, parce qu'il permet de réguler l'hygrométrie relative de l'air à l'intérieur du bâtiment. Il va avoir tendance à assécher l'air. Donc, si vous évacuez l'humidité du bâtiment, forcément, on diminue d'autant les risques de condensation sur des parois qui seraient plus froides. Voilà, donc ça, il faut peut-être voir, entre guillemets, quelle est la cause exacte de vos problèmes d'humidité. Votre auditeur vous en a touché un mot par rapport à ça ou pas? Non, enfin, ça me dit rien en tout cas. C'est repris dans l'audit qu'il y a vraiment un souci de ventilation. Maintenant, Ah oui. moi, j'ai acheté un hygromètre et je vois que je suis à une 60aine de % d'humidité en moyenne. Donc, Ça, c'est pas hors, je veux dire, ça, c'est pas problématique en soi. Hein. Je veux dire, 60%, quand on est entre 40 et 65%, ça reste dans les normes, je veux dire, normales de taux d'humidité interne dans les bâtiments, quoi. Par contre, d'accord. si vous commencez à être plus haut en moyenne, là, par contre, il faut se poser des questions. Mais visiblement, 60%, moi, ça ne m'inquiète pas trop. Ce que je vais faire, hein, parce que vous avez là une question un peu spécifique, hein, Oui, je veux dire, ce qui serait peut-être bien, je vais mettre dans le chat mon adresse mail. Comme ça, éventuellement, vous pouvez prendre contact avec moi et je verrai un petit peu avec vous, je veux dire, de manière un peu plus complète, éventuellement vous envoyer des coordonnées d'entreprise. Hein. Ça va? c'est gentil, merci. Oui, je poserais peut-être la question, ça rejoint peut-être une autre question que les gens peuvent se poser, c'est s'ils ont déjà une partie de la démarche qui est en cours, puisqu'ici il y a un audit existant, est-ce que vous reprenez à partir de là pour continuer ou pas? Oui, Comment ça fonctionne? oui, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, il faut savoir que la convention, disons, audit et accompagnement audit, la convention accompagnement travaux, c'est deux conventions différentes chez nous. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent l'audit chez nous et qui finalement ne prennent pas l'accompagnement travaux parce qu'ils estiment que c'est pas nécessaire, qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Pourquoi pas, c'est leur choix. Hein, maintenant, en sens inverse, il y a aussi des gens qui ont fait un auditeur chez un de nos confrères auditeurs, hein, et qui viennent chez nous avec l'audit en disant voilà, je vais faire un certain nombre de travaux, est-ce que vous pouvez nous accompagner? C'est possible aussi dans ce sens-là. Nous, on va reprendre l'audit, l'analyser et sur base de ça, faire le nécessaire vis-à-vis du descriptif et du futur mini cahier des charges dont on parlait tout à l'heure. Et quand je parle sous le couvert de Grégory, la prime à l'accompagnement n'est pas liée nécessairement à une prime audit avant. Nous, on peut aussi intervenir dans un accompagnement qui vient dans un second temps sans qu'on ait eu la première prime qui soit activée. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, on dirait. La question qu'on pourrait se poser quand même, c'est est-ce que vous demandez une compensation pour la reprise du dossier qui s'ajoute au montant, ou est-ce que c'est plutôt un acompte qui après serait déduit de la facture finale? Comment ça fonctionne si on vous amène un audit que vous ne connaissez pas du tout? Elle a dit on veut partir avec vous. Est-ce que ce sera le montant affiché plus une petite surprise, ou alors est-ce que c'est plutôt en bonne foi vous demander un petit montant qui sera déduit de la facture? Alors, oui, parce que là, ça devient un peu technique, mais ça va dépendre un peu des cas. Parce que il y a deux cas de figure. Soit on a effectivement un audit qui est complet, qui est clair et qui permet qu'on puisse travailler directement dessus
et notamment, est-ce qu'on a aussi des données, je veux dire, de mesurage du bâtiment, ça peut arriver, ou des vues 3D comme je vous ai montré, parce que disons que la plupart des auditeurs utilisent à peu près le même programme, ou en tout cas des logiciels compatibles, et donc si on peut récupérer ces données-là, c'est parfait. Hein. Bon, maintenant on a rarement ça, et donc on est un peu souple par rapport à ça. Ça, c'est la première possibilité. Et dans ce cas-là, je veux dire, c'est comme quasi comme s'il venait de chez nous, si ce n'est que quelquefois il y a des petites adaptations dans l'audit à faire, quoi. Donc, mais ça, c'est compris dans notre accompagnement. Par contre, s'il y a, je veux dire, si on détecte que l'audit est un peu, disons, enfin, ne correspond pas à nos standards, si je puis dire, qu'on se pose des questions et qu'on n'arrive pas finalement à déterminer, je veux dire, exactement d'où ça vient parce qu'on a un manque d'informations. Ça peut être aussi le cas parce que un candidat rénovateur nous dit, oui, l'auditeur, il a dit, il faut isoler tous les murs par l'extérieur. Et que finalement, il ne veut faire qu'une façade. Oui, mais bon, comment est-ce que je fais, moi? Parce qu'il faut que je connaisse alors la surface de cette façade séparément des autres. Or, ce n'est pas ce qui a été encodé dans l'audit. Donc, forcément, à un moment donné, je dois faire cette part des choses entre ce qui apparaît dans l'audit et les renseignements dont j'ai besoin pour qu'on puisse demander les prix aux entrepreneurs. Et s'il y a un mesurage qui est nécessaire sur place, là, effectivement, je veux dire, on va demander une petite quote-part de 250 €, en tout cas pour les revenus R3 et R4, quoi. C'est-à-dire que, en réalité, je veux dire, il y a de toute façon un acompte de 250 € et dans ce genre de cas, il ne sera pas remboursé en fin de course, quoi. Merci. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on dirait. Eh bien, je pense qu'on peut clôturer la session. Je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas, je veux dire, à reprendre contact soit avec la commune, soit avec nous. Juste peut-être signaler, je pense, Grégory, qu'on mettra la séance ici enregistrée sur le site de la commune aussi. Donc, il y a moyen de la revoir si vous voulez voir des parties, etc., pour mieux comprendre ce qui a été expliqué pendant la séance. Voilà. Voilà. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Et puis, à bientôt peut-être. Oui. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.